Le silence peut-il tuer plus sûrement que la guerre? Sous la poussière rouge du Sahel, une question empoisonne les esprits. Après la libération des 11 officiers, le silence glacial du Nigeria annonce-t-il la paix ou prépare-t-il la tempête? Écoutez le capitaine Traoré, la prochaine fois, ils resteront ici comme des fantômes. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Cette phrase sonne dans toutes les mémoires, comme une cloche d'alarme qui résonne au cœur de l'Afrique de l'Ouest. À Abuja, les officiers sont accueillis en héros. Ils dorment dans leur lit, fiers, sans un mot de regret. Leurs familles les entourent, les médias nigérians relatent leur retour avec faste, comme si l'honneur national avait été restauré. Pas d'excuse du président Tinubu ni de l'ECOWAS, malgré l'humiliation infligée à la souveraineté burkinabé. Les médias nigérians crient à la victoire diplomatique, certains éditorialistes allant jusqu'à comparer cet épisode à l'audace de Nelson Mandela face à l'apartheid ou à la fermeté du Ghana lors de la crise du franc CFA dans les années 60. Mais sur le terrain, la peur ronge les villages et le silence s'installe. Ce silence n'est pas une simple omission. Les peuples du Sahel le sentent, c'est la promesse d'une riposte sourde, d'une manœuvre invisible qui pourrait faire basculer la région. Pourquoi ce mutisme inquiète-t-il les stratèges du Pentagone? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de frontières ou de soldats. Derrière ce silence, la survie du franc CFA vacille. Les ressources stratégiques sont en jeu. Pire, l'emprise du dollar américain sur toute l'Afrique de l'Ouest pourrait être remise en cause. Le silence du Nigeria devient la porte d'entrée d'une guerre économique souterraine. Ignorer ce qui se joue, c'est risquer de voir le destin du Burkina Faso et du Sahel confisqué sans violence apparente. Les enjeux sont vertigineux. Perte de ressources, étranglement économique, souveraineté piétinée. Ceux qui tirent les ficelles le savent, la guerre la plus fatale est celle qui ne fait pas de bruit. Il faut se souvenir du sort du Zimbabwe, autrefois grenier à blé de l'Afrique australe, aujourd'hui ruiné par les sanctions économiques et le blocus silencieux imposé par les puissances occidentales après la réforme agraire des années 2000. Ce n'est donc pas une simple crainte, mais une menace réelle, palpable, qui plane sur le Sahel. Pour prendre la mesure de ce silence, il faut quitter les salons dorés des capitales, revenir sur la terre brûlée du Sahel. Qui paie le prix de ce jeu d'ombre? Derrière les discours officiels, la réalité sur le terrain révèle l'ampleur des cicatrices laissées par cette crise. Plongeons au cœur du Sahel, là où le silence prend la forme du danger. Les routes sont vides, les marchés, jadis animés par les cris des vendeuses de tomates, ne résonnent plus que des murmures inquiets. Les écoles ferment plus tôt, les enfants rentrent chez eux, la peur au ventre. Les villageois évitent bon de parler aux inconnus, redoutant les espions et les informateurs. Ce que CNN ne montrera jamais, les nuits sans sommeil d'Idrissa et la suspicion qui s'incruste dans les villages du Sahel. Idrissa, routier depuis plus de 30 ans, sillonne chaque piste entre le Burkina Faso et le Nigeria. Aujourd'hui, la paix l'a quitté. La libération des 11 officiers nigérians n'a apporté ni apaisement ni répit. Au contraire, elle a rallumé les doutes et ranimé une vieille méfiance envers le grand voisin du Sud. Si tu pardonnes à ton frère et qu'il s'en va sans mot dire, verrouille ta porte. Il reviendra avec une pierre. Les médias occidentaux évoquent des gestes de paix et de diplomatie. Mais sur le terrain, la décision du capitaine Ibrahim Traoré passe non pour une victoire, mais pour une faiblesse. Les rumeurs enflent, le Nigeria n'a pas présenté d'excuses, il a profité de la clémence pour cacher ses véritables desseins. Personne n'a oublié le C-130 qui s'est évanoui à l'horizon, emportant les officiers sans un mot de regret d'Abuja. Depuis, les marchés se vident. Les commerçants hésitent à franchir la frontière. Les contrôles se font plus nombreux, la tension grimpe. Certains chuchotent que les officiers détenaient des secrets stratégiques, d'autres parlent d'une riposte silencieuse en préparation. La peur s'insinue dans chaque discussion, sur toutes les places de village. Le passé du Sahel pèse lourd. Ici, nul n'ignore les manipulations étrangères. La région a déjà servi de terrain d'expérimentation pour les puissances occidentales. Pensons à la crise ivoirienne dans les années 2000, lorsque la désinformation et l'argent étranger avaient enflammé les quartiers d'Abidjan, opposant frères contre frères. Des frères se sont battus, séduits par les promesses d'aide, de prêt, de soutien international. Les cicatrices de ces trahisons marquent la mémoire collective. Beaucoup accusent encore certains voisins d'agir pour l'Occident, de se cacher derrière la fraternité africaine au service d'intérêts étrangers. La vraie angoisse n'est pas celle d'une attaque frontale, c'est la crainte d'un retour insidieux, d'une guerre sans nom. Les armes ont changé. Embargo, sabotage économique, manipulation monétaire, intrigue psychologique. L'économie s'enraye, le franc CFA vacille, la rumeur d'un effondrement orchestré grandit.
Chacun redoute de devenir la prochaine victime d'une stratégie invisible et implacable. Les souvenirs de la crise du franc malien dans les années 90, où un simple décret économique avait plongé des milliers de familles dans la pauvreté, sont encore vifs. Rester naïf, c'est exposer sa famille à la misère, à la manipulation, au chaos. Idrissa le sait. La prudence est la seule arme qui subsiste lorsque toutes les autres ont été retournées contre vous. Il raconte comment, autrefois, un simple bruit de pénurie suffisait à faire s'effondrer les prix des récoltes, ruinant les petits paysans au profit de spéculateurs qui attendaient tapis dans l'ombre. Ce n'est plus l'époque des colonnes de blindés, mais celle des chocs invisibles. Le malaise est partout, palpable. Mais la question qui hante chaque échange demeure. Quelle stratégie véritable se cache derrière la froideur de l'ennemi ? Dans ce climat de suspicion, chaque geste, chaque mot prend un sens nouveau. Mais l'histoire de cette guerre invisible ne fait que commencer. La prochaine offensive ne tombera ni du ciel, ni des chars, mais s'insinuera dans les portefeuilles et par l'intérieur même du pays. Beaucoup pensaient que la libération des 11 officiers nigérians marquait la fin de la crise. Mais ce n'était qu'un leurre, une manœuvre sophistiquée pour piéger le capitaine Traoré et salir l'alliance des États du Sahel. L'Occident, épaulé par certains alliés africains, avait orchestré cette scène pour ternir l'honneur de l'AES. Pourtant, la dignité affichée par Traoré, en libérant les officiers sans humiliation, a brisé le piège. Il a privé l'adversaire de son triomphe médiatique. Cette défaite narrative, cuisante pour l'Empire, bouleverse la stratégie. Incapables de remporter la bataille de l'opinion, leurs stratèges lancent une guerre de l'ombre. Fini les soldats et les armes visibles. Désormais, les attaques sont invisibles. Blocus silencieux des routes commerciales, flambée soudaine des prix, pénurie de riz, de carburant, de médicaments. L'incertitude s'installe, les marchés se vident, la colère gronde. La peur et la frustration s'infiltrent dans chaque foyer. Les femmes qui préparent le tôt ou le riz du soir racontent comment les sacs de farine ou d'huile sont devenus inabordables. Les conducteurs de taxi évoquent la raréfaction du carburant qui les oblige à doubler leurs tarifs, réduisant l'accès des plus pauvres au transport. Mais le cœur de cette guerre, c'est l'argent. L'AES veut lancer une nouvelle monnaie, adossée à l'or, qui menacerait le franc CFA, l'euro et même le dollar. Pour l'Empire, c'est une déclaration de guerre monétaire. Si l'Afrique de l'Ouest brise ses chaînes financières, c'est la fin d'une domination qui dure depuis plus de 70 ans. Rappelons-nous la crise de Bretton Woods. Lorsque les États-Unis ont imposé le dollar comme référence mondiale, ils ont verrouillé le système financier global. Aujourd'hui, l'Afrique pourrait être sur le point de renverser cette logique, comme la Chine l'a fait, en diversifiant ses réserves et en lançant des accords bilatéraux fondés sur le yuan. La riposte ne se fait pas attendre. Les puissances occidentales, main dans la main avec le Fonds monétaire international, accélèrent le déploiement de l'éco, une nouvelle monnaie sans aucun ancrage africain. Leur but ? Inonder les marchés, empêcher la naissance de la monnaie de l'AES, saboter son envol avant même qu'elle ne voie le jour. Une monnaie affaiblie, c'est la dépendance qui s'installe à nouveau. On se souvient du destin du dinar libyen après la chute de Kadhafi. Une monnaie privée de soutien, une économie effondrée, un pays livré à la prédation étrangère. Mais l'offensive ne s'arrête pas à l'économie. Les ennemis de l'intérieur deviennent la prochaine arme. Des fonds secrets circulent, achetant des voix, finançant les dissidents, corrompant les responsables locaux, semant le doute et la discorde. Des troubles surgissent dans les villes, maquillés parfois en mouvements populaires. L'objectif ? Retourner la population contre Traoré, faire passer l'AES pour incompétente, briser sa légitimité. C'est la stratégie du chaos, une guerre invisible où chaque attaque est sourde, chaque sabotage silencieux. Et toujours ce sont les familles, les petits commerçants, les cultivateurs qui payent le prix le plus lourd. Face à cette vague, s'informer devient vital. Car l'arme la plus puissante de l'Empire, c'est la désinformation et la résignation qu'elle installe. Accepter la version officielle, c'est se condamner à l'ignorance, à la soumission. En Côte d'Ivoire, lors de la crise post-électorale, la manipulation des médias avait divisé le peuple, rendant la réconciliation presque impossible pour une génération entière. Mais au cœur de la tempête, un frémissement inattendu naît. Quelque chose ou quelqu'un s'apprête à défier l'ordre établi. L'affrontement se prépare sur un nouveau front, où la vérité et la détermination deviennent les seules armes possibles. Dans l'ombre, la résistance s'organise. Le destin du Sahel peut-il annoncer la fin du règne du dollar ? Cette idée, jadis inconcevable, inquiète désormais Washington, Paris et Abuja. Car derrière la libération des 11 officiers nigérians, une nouvelle bataille s'engage. Silencieuse mais décisive, elle bouleverse l'équilibre du continent africain.
Première certitude, l'Alliance des États du Sahel refuse désormais la soumission. L'AES s'arme, forge des alliances, prépare la résistance. Drones turcs, systèmes anti-aériens russes, doctrine de défense offensive, à Ouagadougou, Bamako, Niamey, les généraux préviennent. Toute agression future sera repoussée sans pitié. Le sentiment d'impuissance a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont les stratèges occidentaux qui redoutent une Afrique déterminée, prête à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Mais la plus grande bataille se livre ailleurs, sur le terrain économique et monétaire. Imaginez l'or du Mali, l'uranium du Niger, le lithium du Burkina Faso, échangés non plus en dollars, mais selon des règles africaines, en monnaie inédite ou même en or physique. Ce simple changement pourrait faire vaciller l'ordre mondial comme une ligne de domino. La domination du dollar, bâtie depuis plus de 70 ans, serait frontalement remise en cause. On se souvient du choc pétrolier de 1973, lorsque la décision de certains pays arabes de vendre leur pétrole contre d'autres devises avait ébranlé l'économie mondiale. Ce pari audacieux est observé de près. Guinée, République démocratique du Congo, Mali, tous scrutent le Sahel. Si cette union fragile survit aux pressions, si elle impose ses propres normes, l'effet boule de neige sera inévitable. L'Afrique pourrait enfin briser le piège du franc CFA, redessiner ses alliances, reconquérir le contrôle de ses ressources essentielles. Mais l'Occident n'assistera pas passivement à cette révolution. Déjà, certains analystes redoutent l'ultime recours, déstabilisation religieuse, instrumentalisation du terrorisme. Si l'arme monétaire échoue, on rallume les fractures, on finance le chaos, tout pour briser la résistance et ramener l'Afrique dans le giron des anciens maîtres. On l'a vu au Moyen-Orient, où la moindre velléité d'indépendance monétaire s'est heurtée à des déstabilisations en chaîne. L'enjeu est colossal. Le futur du continent, sa capacité à écrire ses propres règles, à choisir sa destinée, se joue maintenant. Mais si la fracture devient irréversible, si la solidarité africaine cède sous la pression ou la manipulation, alors ce sera le chaos, la recolonisation, la ruine. Chaque village, chaque famille risque de voir son avenir volé, ses richesses pillées, sa souveraineté anéantie. On se souvient de la partition du Soudan, où la division orchestrée par des intérêts extérieurs a laissé deux pays exsangues, en proie à la misère et à l'instabilité. Face à ce carrefour historique, la question n'est plus de savoir qui tombera le prochain, mais comment chaque Africain, chaque citoyen du monde peut devenir acteur de ce sursaut collectif. Le futur de l'Afrique ne se jouera ni à New York ni à Paris, mais ici, sur la terre rouge du Sahel, là où tout reste à écrire. Il s'agit de choisir, d'agir, de refuser la fatalité. Seul un engagement citoyen, nourri par la mémoire des luttes passées et la volonté de bâtir un avenir libre, peut inverser la tendance. Mais l'histoire n'est pas encore écrite, car au Sahel, l'affrontement silencieux recèle une dernière surprise. La riposte commence d'abord dans nos esprits, puis dans nos réseaux, et non dans les casernes. Ici, la véritable arme, c'est l'information, la lucidité et la force d'un peuple qui refuse le silence imposé par la peur. À l'image des mouvements de libération des années 50 et 60, où la presse clandestine, la radio libre et les réseaux de solidarité ont fait vaciller les empires coloniaux. Face à la guerre silencieuse qui vise le Sahel, chaque citoyen éveillé devient sentinelle. Partager la vérité, refuser la désinformation, c'est fissurer le blocus médiatique et élever le moral de ceux qui résistent. Quand la parole circule, l'oppression vacille. Dans la Tunisie de Ben Ali, les réseaux sociaux ont renversé la peur, permettant au peuple de reprendre la rue et d'imposer le changement. La solidarité numérique est notre rempart. Chaque message, chaque partage, chaque réaction sur les réseaux sociaux sont des coups portés contre l'isolement et la manipulation. Ensemble, nous pouvons protéger nos leaders, veiller à leur sécurité et empêcher la division qu'on veut nous imposer. Des campagnes comme Je suis burkinabé ou Afrique unie ont déjà montré leur efficacité pour mobiliser la diaspora et sensibiliser l'opinion internationale. Mais résister ne signifie pas céder à la haine ni à la peur. La guerre psychologique se gagne par l'intelligence collective, savoir reconnaître les outils de manipulation, refuser les discours qui divisent, cultiver la résilience. Refusons d'être les marionnettes de ceux qui attisent la méfiance entre frères et sœurs d'Afrique. Prenons exemple sur la réconciliation sud-africaine post-apartheid, où la commission Vérité et Réconciliation a permis de panser les blessures et d'éviter le piège de la vengeance. L'enjeu n'est pas seulement matériel ou politique. Le combat pour le Sahel se joue aussi sur le terrain spirituel.
La prière, la confiance dans la justice de l'histoire, l'espérance partagée sont des murailles invisibles qu'aucun dollar ni franc CFA ne peut renverser. L'espérance, c'est la force intime de ceux qui refusent de plier. Le pasteur Martin Luther King affirmait que l'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice. Cette génération a un rôle historique, ne pas répéter les erreurs du passé, refuser la division au profit d'intérêts étrangers, inventer l'unité nouvelle, l'émancipation réelle. Il nous revient d'écrire la page manquante de l'Afrique, celle où la dignité, la souveraineté et la prospérité ne se négocient pas à l'étranger, mais se construisent ensemble, ici et maintenant. Comme la génération de Thomas Sankara, qui rêvait d'un Burkina Faso debout, indépendant et fier. Rester silencieux, c'est laisser la porte ouverte au retour de la domination, à la confiscation de notre avenir. S'unir, c'est oser la liberté, bâtir l'espoir et tracer une route où chaque voix compte. Mais les forces qui cherchent à étouffer cette mobilisation n'ont pas dit leur dernier mot. Sous la surface, une autre bataille s'annonce, plus sournoise, où chaque choix de la population pèsera lourd. Votre parole pèse désormais plus lourd que jamais. L'histoire du Sahel se joue ici et maintenant. Face à la situation, il faut regarder la vérité en face. Il ne s'agit plus d'une simple affaire de frontières ni de libération de quelques pilotes. À présent, c'est l'existence même de nos nations, la souveraineté du continent africain et la dignité de chaque homme et chaque femme du Sahel qui sont menacés. Ceux qui contrôlent l'économie, la monnaie et l'information avancent dans l'ombre. Si nous gardons le silence, nous devenons complices, même sans le vouloir. Accepter que d'autres écrivent sur notre histoire, c'est accepter que notre indépendance disparaisse à jamais. Pourtant, chaque voix, chaque mot, chaque geste de vigilance est une pierre posée pour élever le mur de notre liberté. Il n'est plus seulement question de politique. C'est la survie de nos enfants, la prospérité de nos villages et l'honneur de nos familles qui sont en jeu. Nous sommes à l'heure du choix. L'Occident et ses alliés cachent leur jeu. Le franc CFA agit comme une chaîne invisible, le dollar américain comme un instrument de domination, la désinformation comme un poison lent. À chaque transaction, à chaque discours, ils tentent d'affaiblir notre volonté, de semer la division, d'inspirer la peur et la résignation. Mais céder serait trahir notre avenir. Laisser faire, c'est accepter qu'un jour prochain, nos ressources, nos cultures, nos langues et même nos rêves soient confisqués. C'est risquer de voir le peuple du Burkina Faso, du Niger, du Mali réduit au silence, dépossédé de son destin, spectateur d'une histoire écrite loin d'ici. Mais la résistance commence maintenant, sur le terrain numérique, dans chaque débat, chaque partage, chaque dénonciation des manipulations et des pressions extérieures. Il ne s'agit pas de prendre les armes, mais de tenir bon sur le plan moral, de refuser la peur, de refuser l'amnésie. Car aujourd'hui, le vrai champ de bataille, c'est l'esprit et la parole. Chacun doit prendre sa part. Refuser l'inertie, c'est offrir à nos enfants un futur d'indépendance et de fierté. Soyons ces témoins lucides, cette mémoire en éveil, cette voix qui ne veut pas s'éteindre. La vigilance citoyenne est devenue notre première ligne de défense. Restons unis, informés, mobilisés. L'histoire est loin d'être achevée, elle s'écrit à peine, et seuls ceux qui oseront affronter la tempête auront le pouvoir d'en changer le cours. Alors le silence peut-il tuer plus sûrement que la guerre ? Il ne laisse pas de traces visibles, mais il ronge, il isole, il prépare le terrain à la dépossession et au chaos. Pourtant, face à lui, la voix de la résistance, le courage de la solidarité et la force de l'espérance restent nos armes ultimes. À nous d'écrire la suite.